Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du développement du tractus gastro-intestinal et des organes qui s'en rapportent. Pour ça, on va étudier des coupes à travers un abdomen d'un embryon. Donc là, on a plusieurs coupes représentées. On en a qui se rapportent au développement du foie, au développement du pancréas, développement de la rate, au mouvement du péritoine et à la rotation des intestins. Et pour l'étude de ces différentes étapes, on va utiliser des images un peu plus grandes, comme ça sera plus précis. Le premier ici, il représente une coupe dans l'abdomen d'un embryon. Il n'y a pas tout le contenu qui est représenté parce que là, on n'a mis que les éléments qui vont être utiles pour ce dont on va parler. Par exemple, la colonne vertébrale ou la moelle épinière ne sont pas représentés sur ce petit schéma. Sur tous les schémas, on aura dorsale qui se trouve en haut du schéma et ventrale en bas. La droite sera à la gauche du schéma et la gauche sera à droite du schéma. Comme il s'agit de la coupe d'un embryon, on peut énoncer que la couche externe à la surface est l'ectoderme. La couche à l'intérieur s'appelle l'endoderme. Et entre les deux, on suppose que ce sera le mésoderme. On sait que le mésoderme, dans la plupart des embryons, il se développe en deux couches avec une cavité à l'intérieur. Donc voici les deux couches. Et la cavité au milieu que l'on appelle le cœlome. Mais le problème, les amis, c'est que on va parler une fois de l'anatomie de l'embryon, puis après de l'anatomie de l'adulte et inversement. Et les noms des structures lors du développement ne sont pas les mêmes du coup chez un embryon et chez l'adulte. Donc ça pourrait provoquer des petites confusions. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour la plupart du temps, même si on regarde un schéma qui représente un embryon, on va utiliser la nomenclature adulte. Donc par exemple, ici, au lieu d'appeler ça le cœlome, on va l'appeler la cavité péritonéale. Et de la même façon, les deux couches du mésoderme, on va les appeler les deux couches du péritoine. La couche externe qui était l'ectoderme, on va l'appeler la surface du corps, tout simplement. En vrai, c'est pas exactement que de l'ectoderme, mais ça suffira pour l'instant. La partie la plus au centre, qui est déterminée par l'endoderme, c'est le tube intestinal, l'intestin, quoi. On sait qu'on ne trouve jamais d'organes dans le cœlome. Donc il devient la cavité péritonéale, péricardique ou pleurale, mais dans les trois cas, il n'y a jamais d'organes qu'on trouve là-dedans. Ça veut dire que si on regarde ce diagramme, il n'y a que deux endroits où les organes pourront se développer. Au milieu, dans le tube intestinal, avec la cavité péritonéale autour, ou ils peuvent se développer à l'extérieur de la cavité péritonéale. On voit ici deux exemples qui représenteraient les reins et l'aorte. Donc on peut avoir des organes là ou là, mais jamais ici dans la cavité péritonéale. Suivant où les organes se trouvent, il y a une nomenclature qui a été mise en place. Il va falloir qu'on comprenne parce que c'est très important pour la suite. Voici les différentes règles pour ce qui concerne les viscères de l'abdomen. Quand on a un organe comme celui-là, qui est complètement recouvert de péritoine. Ah oui, petit détail, sur tous les schémas, il y a des petits espaces là. Mais dans la vraie vie, ces espaces, ils n'existent pas.
Enfin, toutes les lignes se touchent, mais c'était juste pour montrer qu'il y avait vraiment deux lignes différentes, parce que si on les avait représentées en se touchant, on aurait cru qu'il n'y en avait qu'une. Mais voilà, tous les espaces là n'existent pas dans la vraie vie. Quand il y a un organe comme celui-là, qui est complètement recouvert de péritoine, on appelle ça un organe péritonéal. À l'inverse, pour les organes comme celui-ci qui sont couverts de péritoine mais pas totalement, on appelle ça un organe rétropéritonéal. Pour résumer, un organe qui est totalement recouvert de péritoine, c'est un organe péritonéal, et un organe qui est recouvert mais pas totalement de péritoine, on appelle ça un organe rétropéritonéal. La deuxième règle, c'est que la partie du péritoine qui recouvre l'organe, donc celle qui se trouve ici, on appelle ça le péritoine viscéral. Et le péritoine qui recouvre les organes rétropéritonéaux, on appelle ça le péritoine pariétal. Donc la deuxième règle concerne les péritoines viscérales et pariétal. La troisième règle, c'est que le péritoine qui connecte le péritoine pariétal et le péritoine viscéral, donc celui qui est pointé ici, on appelle ça le mésentère. Sur la coupe ici, on peut voir qu'il y a deux mésentères, un en haut, un en bas. Leur nom dépend de l'endroit où ils sont placés par rapport au tube intestinal. Donc là, on a dit que c'était le côté dorsal, donc ça, ce sera le mésentère dorsal. Et l'autre, on l'appelle évidemment le mésentère ventral. Ces mésentères, ils ne sont pas là par hasard, on les a pour une raison. On va pouvoir expliquer pourquoi dans ce schéma. Le tube intestinal, il a besoin d'apport de sang, et on sait que cet apport, il va venir de l'aorte. Le problème, c'est que l'aorte, c'est un organe qui est rétropéritonéal, alors que le tube intestinal, c'est un organe qui est péritonéal. Il faut donc une artère qui vient de la position rétropéritonéale à la position péritonéale, mais on n'a pas le droit de faire passer cette artère à l'intérieur de la cavité péritonéale parce qu'on ne peut rien avoir là-dedans. Pour avoir une artère qui va de l'aorte au tube intestinal, on n'a qu'une solution, c'est la faire passer entre les mésentères. En restant entre les mésentères, on est capable d'aller d'un organe rétropéritonéal à un organe péritonéal sans jamais traverser la cavité péritonéale. Dans la vraie vie, si vous regardez dans un abdomen et que vous prenez une partie d'intestin, c'est ce que vous verrez. Vous verrez des artères, des veines, des nerfs, des vaisseaux lymphatiques. Tout ça sera à l'intérieur des mésentères, comme c'est représenté ici. Et ça sert à passer d'une zone rétropéritonéale à une zone péritonéale. Donc c'est vraiment ça le rôle du mésentère. Là, il se répète beaucoup, il répète encore la même chose, blablabla. Ah oui, et il précise aussi que du coup, tous les organes péritonéaux, ils recevront du sang des mésentères. Alors maintenant, on va expliquer un petit peu les modifications. Donc, on va modifier un petit peu ce schéma qui était assez basique. Et à chaque modif, il y aura un organe qui va être expliqué. On va premièrement évoquer une invagination ventrale médiane au niveau de l'endoderme du tube intestinal. À partir de la zone médiane du côté ventral du tube intestinal, on peut apercevoir cette invagination
qui sort par ce petit espace donc dans le mésentère, parce qu'elle ne peut pas grossir par la cavité péritonéale. Il répète, il aime bien répéter. Et il nomme ça le diverticule hépatique. Ce qui nous donne un petit indice sur l'organe dont on va parler plus tard. Vous l'avez deviné, c'est bien sûr le foie. Ceci nous montre que cet élément, c'est un élément endodermique. On peut donc penser que certaines cellules du foie seront des cellules issues de l'endoderme. La partie distale de ce diverticule hépatique va grandir pour se développer et se transformer en des organes. Le problème, c'est que lorsqu'on regarde ici, si on veut que cette partie-là grossisse, ça veut dire que les deux couches du mésentère ventral vont avoir besoin de se pousser, de laisser la place au diverticule pour qu'il puisse grandir. Et voilà, c'est ce qu'on voit sur ce schéma. Comme par magie, on voit que le diverticule a grandi et que le mésentère ventral s'est poussé pour laisser la place à l'organe. Cette partie distale, du coup, c'est ce qui va devenir le foie et la vésicule biliaire. La partie proximale, donc celle qui n'a pas grandi, ça va se développer en un système de canal biliaire. Donc le canal biliaire, le canal hépatique, le canal cystique, tout ça va se développer à partir de cette partie-là. Là, il y a un mot que je ne comprends pas, mais ce qui nous intéresse, c'est lorsqu'il explique que à partir de l'endoderme se développent les épithéliums de la vésicule biliaire, du canal biliaire, enfin de tout le système biliaire. Tout ça se développe à partir de l'endoderme. Quand on voit ce schéma de cet organe, donc du foie, en se rappelant que les espaces qu'il y a entre les organes et le mésentère / péritoine n'existent pas vraiment dans la vraie vie, on se demande est-ce que l'organe est complètement recouvert de péritoine? Et la réponse est oui. Comme il est complètement recouvert de péritoine, on doit le nommer un organe péritonéal. Et comme on l'appelle de cette façon, ça veut dire que la partie qui recouvre l'organe doit s'appeler du péritoine viscéral. Donc on l'appelle maintenant le péritoine viscéral du foie. Alors que tout à l'heure, il y a quelques instants, nous l'appelions le mésentère ventral. Alors c'est dingue parce que ce mésentère ventral, on a dit qu'il devait se pousser, faire de la place pour le foie, etc. Et maintenant on lui change son nom, On l'appelle maintenant le péritoine viscéral. Donc c'est quand même un truc de fou. Attention, ce n'est pas que le péritoine a changé, loin de là. C'est juste que, comme il recouvre l'organe, nous devons suivre les règles de nomenclature et appeler ça un péritoine viscéral, tout simplement. On peut donc dire que les cellules de cet organe dérivent d'endoderme, alors que les cellules du péritoine viscéral dérivent de mésentère ventral. Mais c'est bien beau d'avoir renommé cette partie-là du mésentère. Ça nous laisse quand même deux autres espaces qui n'ont pas été encore renommés. À l'âge adulte, ces deux zones vont être renommées. La partie ventrale, donc entre le foie et la partie ventrale du corps, ça va avoir un nom spécifique qui s'appelle le ligament falciforme. Et la partie là-bas derrière, entre le tube intestinal et le foie, on appelle ça le petit épiplomb, je crois. Il faudrait peut-être demander à FX. Donc il n'y a pas seulement du péritoine viscéral qui est dérivé du mésentère ventral, mais aussi le ligament falciforme et le petit épiplomb. Ces trois structures qu'on vient de nommer, je ne vais pas les renommer parce que voilà. Ces trois structures sont les seules qui sont dérivées du mésentère ventral à l'âge adulte. Tout ce qui reste du mésentère ventral
à part la transformation de ces trois structures, va disparaître. Donc les seules parties qui restent, ce sont ces trois structures et rien d'autre. Un point important à relever, c'est qu'on voit sur ce schéma que le canal biliaire se situe maintenant dans une partie de l'ancien mésentère ventral qu'on appelle le petit épiploon. Donc à l'âge adulte, normalement, ce canal biliaire devrait se trouver dans le petit épiploon. Et c'est ce qui se passe effectivement. Il répète encore la même chose. Voilà, il a déjà dit ça. Au début de cette conversation, entre vous et moi, nous avons dit que ce diverticule hépatique sortait de la partie médiane ventrale du tube intestinal. Mais on n'a pas précisé exactement quelle partie du tube intestinal a ce diverticule qui sort. Et en fait, la partie du tube intestinal où cela se passe, c'est la deuxième partie du duodénum. Donc maintenant qu'on a développé le foie, le système biliaire, le petit épiploon, etc., avant de continuer, on va regarder un petit peu comment ça se passe dans l'anatomie d'adulte. Ce qu'on devrait observer, c'est qu'entre le foie et le tube intestinal, on devrait trouver le petit épiploon, et entre le foie et la partie ventrale du corps, on devrait trouver le ligament falciforme. Et on devrait également trouver dans le petit épiploon le canal biliaire. Voici le tube intestinal que l'on représente par l'estomac. Voici le foie, et je peux vous assurer qu'entre les deux, c'est le petit épiploon. Voici le foie, voici la paroi du corps, qui est coupé évidemment, et là, on est sûr que c'est le ligament falciforme. Donc voici le ligament falciforme, le péritoine viscéral, le petit épiploon qui nous ramène au tube intestinal, à l'estomac. Si on avait la possibilité de faire une dissection, de couper ici au niveau du petit épiploon, ce serait là qu'on trouverait le canal biliaire qui va du foie à la deuxième partie du duodénum. Oui, bien sûr que c'est ça qu'on va voir. Voilà, bon, maintenant on va avancer un petit peu et voir quel organe on pourrait développer. On retourne sur notre coupe. Elle a un petit peu été modifiée. C'est une coupe à peu près au même endroit, dans la deuxième partie du duodénum. On voit que cette fois, il y a deux invaginations, une qui est ventrale et une qui est dorsale. On se trouve toujours sur la partie médiane, donc les invaginations se situent dans le mésentère ventral et dans le mésentère dorsal. Ces éléments se nomment le diverticule pancréatique, donc on a le ventral, et le diverticule pancréatique dorsal. Dorsal pancreatic diverticulum. Si on s'arrête là, on peut anticiper qu'on aurait deux pancréas. Sauf qu'on n'est pas con, on sait très bien qu'on n'a qu'un seul pancréas. Donc il va y avoir quelque chose qui va devoir changer. Le changement concerne cette partie ici, où on peut voir que le diverticule pancréatique se situe dans le mésentère ventral. On a dit tout à l'heure que quasiment la totalité de ce mésentère ventral disparaît. Et en fait, cette partie-là du mésentère ventral, là où il y a actuellement le diverticule pancréatique, va également disparaître. Mais le problème, c'est que du coup, le diverticule pancréatique, il ne peut pas rester à cet endroit-là, il faut qu'il bouge, et c'est ce qui va se passer.
Le diverticule pancréatique, il bouge, il migre, il contourne le tube intestinal, qui est la deuxième partie du duodénum. Il va passer du côté ventral au côté dorsal. Ça passe entre la paroi du tube intestinal et le péritoine viscéral. Il passe sur la partie droite du duodénum et émerge à la partie dorsale de celui-ci, comme dessiné ici sur le schéma. Le diverticule pancréatique dorsal n'a pas bougé, il est resté au même endroit, mais voilà, il a été rejoint par le diverticule pancréatique ventral. Il se retrouve ensuite côte à côte. Le mésentère ventral, il est dessiné en pointillé maintenant parce que ça suggère qu'il va bientôt disparaître dans le développement. On a maintenant les deux diverticules pancréatiques qui sont côte à côte dans le mésentère dorsal et ils vont fusionner ensemble. Et s'ils fusionnent, ça veut dire qu'on a bien un seul pancréas. Mais même si on n'a qu'un seul pancréas, on voit qu'il est tout de même connecté au tube intestinal par deux endroits. Cela voudrait dire qu'à l'âge adulte, on aura un seul pancréas, mais par contre, on aura deux canaux pancréatiques. Et ces deux canaux pancréatiques, ils émergent à la même partie du duodénum. Alors, voici des petits schémas. Ici, on a le tube intestinal avec le duodénum. La deuxième partie du duodénum. Ici, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Le foie, la vésicule biliaire. Ici, on a les deux diverticules pancréatiques, le ventral, le dorsal. Tout à l'heure, on a dit que le ventral, il migrait, il contournait la partie droite du duodénum pour aller rejoindre la partie dorsale où il va fusionner avec le pancréas dorsal. C'est pour ça que le petit canal pancréatique ici qu'on voit en ventral, il est ensuite passé là en dorsal. On peut du coup prévoir que le pancréas il aura une forme un petit peu de crochet avec une sorte de courbe à la partie inférieure. On a également vu qu'on avait deux canaux et que ces deux canaux se rejoignent, et c'est toujours le cas. On va maintenant voir à quoi ça ressemble à l'âge adulte. Là, voici le pancréas, voici le duodénum, la deuxième partie du duodénum. On a supprimé la première partie du duodénum. On voit cette forme de crochet qu'on avait prédit tout à l'heure, comme si quelque chose avait été rajouté en dessous. Ce pancréas adulte est dérivé de deux pancréas au niveau du développement. Et on peut du coup voir où se trouve la ligne de fusion, en quelque sorte, des deux pancréas. Le côté inférieur, du coup, c'est le pancréas ventral, au-dessus c'est le pancréas dorsal, et le ventral c'est la partie qui a dû contourner le duodénum. On dit que à l'âge adulte, la partie de la tête du pancréas est dérivée du pancréas ventral, alors que le cou, le corps et la queue du pancréas sont dérivés du pancréas dorsal. On peut également prédire que les deux canaux pancréatiques qu'on sait qui émergent à partir de la deuxième partie du duodénum, comme il y en a un qui arrive dans le ventral et un dans le dorsal, on peut à peu près prédire leur emplacement. Donc là où il pointe avec cette petite flèche, voilà, ici, canal pancréatique majeur, qu'on a nous également appelé le canal pancréatique principal ou de Wirsung. Et à la partie dorsale, on a le canal pancréatique mineur ou que nous on a appelé canal pancréatique accessoire.
Il pénètre dans le pancréas à une partie un peu plus proximale sur le duodénum, et c'est toujours le cas. Et comme les deux diverticules pancréatiques se fusionnent, les deux canaux pancréatiques fusionnent également. Donc à l'intérieur du pancréas, on se retrouve avec un seul canal. C'est juste qu'il est bifurqué à la partie droite du pancréas. Il répète, il répète, il répète, il répète. Ceci, c'est donc la façon dont les organes sont disposés à l'âge adulte, et on remarque que le pancréas est situé très proche de la deuxième partie du duodénum. Et si on dit une apparence normale, ça veut dire qu'il peut y avoir une apparence anormale, évidemment. La plus commune, on l'appelle le pancréas annulaire. Ce qui se passe ici, c'est que le pancréas, il recouvre totalement le duodénum à cet endroit-là. Ça forme vraiment une bague, d'où son nom. Ceci est causé lors de la rotation du pancréas ventral lorsqu'il va rejoindre le pancréas dorsal. On a dit que ça passait à la partie droite du duodénum pour aller le rejoindre. Quelquefois, il y a des erreurs lors de cette manœuvre. Et en fait, au lieu de contourner le duodénum, la partie ventrale se divise en deux parties. Il y en a une qui passe à la partie droite, une qui passe à la partie gauche, et ensuite elles se rejoignent. Du coup, le duodénum se retrouve complètement entouré de tissu pancréatique, et on appelle ça le pancréas annulaire. C'est le résultat d'une erreur lors de la rotation du pancréas ventral pour aller rejoindre le pancréas dorsal. Je crois qu'on l'a déjà dit, mais encore une fois, il adore se répéter, ce monsieur. Cliniquement, les symptômes sont variables. Il peut y avoir rien du tout, ou il peut y avoir des symptômes. En ce qui concerne les cellules à l'intérieur du pancréas, donc les îlots notamment, ces cellules s'en foutent d'où elles sont placées, peu importe si elles sont à côté ou autour du duodénum, elles sécrètent leurs hormones et elles s'en foutent de ça. Le vrai problème, c'est qu'il peut surtout y avoir une constriction du duodénum à cet endroit-là, et les symptômes du coup vont plutôt être associés à l'obstruction du duodénum au niveau de la deuxième partie du duodénum. Ce qui va se passer du coup, c'est que le bébé va avoir du mal à évacuer ce qu'il y a dans son estomac après l'alimentation. Les symptômes sont donc vraiment liés à la compression du duodénum. Ça peut aller jusqu'à la sténose en fait, à cause de la compression externe. S'il n'y a pas de compression du tube intestinal, du duodénum, dans ce cas-là, il n'y aura aucun symptôme et le pancréas pourra quand même travailler normalement et sécréter les hormones nécessaires. On en a maintenant fini avec le développement normal et anormal du pancréas. On va maintenant s'occuper du développement d'un autre organe. On a une coupe qui est à peu près la même que l'autre, sauf qu'elle est située un petit peu plus crâniale, donc un peu plus haut dans le tube digestif. Et du coup, là, ce qu'on observe au centre, c'est l'estomac cette fois. On a également le mésentère ventral, mésentère dorsal. Souvent, le mésentère, il prend le nom de l'organe auquel il est attaché. Du coup, le mésentère de l'estomac, on va appeler ça le mésogastre. On nommera celui-là le mésogastre dorsal. On voit quelque chose ici dans le mésogastre dorsal, quelque chose qui est en train de se développer. Et en fait, c'est la rate. La façon dont la rate est arrivée à cet emplacement est un peu différente par rapport à ce qu'on a vu avant. On a vu que pour se développer, les organes étaient en fait des invaginations qui se développaient à partir du tube digestif. Ici, c'est pas comme ça que ça s'est produit. On voit bien que la rate, du coup, n'est pas connectée au tube digestif. Donc, ce qui a dû se passer, c'est que des cellules du mésentère dorsal
ont dû s'agglutiner à cet endroit-là, entre les deux couches du mésentère, et c'est ce qui a formé le début de la rate. Ceci implique du coup que ce ne sont pas des cellules de l'endoderme, comme l'étaient les cellules du foie, du pancréas, de la vésicule biliaire, etc. Ici, ce sont des cellules qui viennent du mésoderme, donc des cellules mésodermiques. Il fait un petit résumé, vous le savez, il aime bien répéter les choses. C'est des cellules qui se sont agglutinées entre les deux mésentères. Au fur et à mesure que la rate se développe, ça va devenir plus gros, of course, et du coup les deux couches du mésogastre vont devoir s'écarter un petit peu pour laisser la place à la rate. Donc forcément, voilà, sur le deuxième schéma, on voit que la rate a grandi et que les mésentères ou mésogastres se sont élargis pour laisser la place à la rate. De la même façon qu'on l'a fait pour les autres organes, on sait que les espaces entre toutes les lignes-là n'existent pas, et du coup, la rate est complètement recouverte de péritoine. Donc la rate est un organe péritonéal, et ça veut également dire que le péritoine autour de la rate s'appelle du péritoine viscéral. On a l'habitude maintenant. Voilà, là, ce qu'il est en train de pointer, qu'on venait d'appeler le mésentère dorsal de l'estomac, on change son nom et ça s'appelle maintenant le péritoine viscéral de la rate. On applique toujours les règles de nomenclature. Ça veut dire que la rate ainsi que son péritoine sont tous les deux dérivés du mésentère dorsal de l'estomac. Comme tout à l'heure, on a donc cette partie du mésentère qui a été renommée en péritoine viscéral, et on a du coup deux autres zones qui n'ont pas encore été renommées. À l'âge adulte, cette partie-là, entre la rate et l'estomac, va s'appeler le ligament gastrosplénique. Oui, entre la rate et l'estomac. Et la partie entre la rate et la partie postérieure du corps, on va appeler ça le ligament spléno-rénal. Pour les plus malins d'entre vous, on peut se rendre compte avec ce schéma que ça n'a pas de sens parce que les reins ne sont pas du tout situés à l'endroit où le ligament spléno-rénal émerge. Donc ça n'a rien à voir apparemment. Mais à Skip, à l'âge adulte, ça aura un sens parce qu'il va y avoir des modifications, des mouvements, tout ça, qui feront que le ligament sera en contact indirect ou direct, je ne sais pas, avec les reins. Mais pour l'instant, du coup, ça n'a pas de sens, mais ça en aura plus tard. La rate a besoin d'un apport de sang, et on sait que cet apport de sang arrive de l'aorte qui se trouve ici. Il y aura donc une artère qui ira de l'aorte à la rate en passant par le ligament spléno-rénal. On appellera cette artère l'artère splénique, qu'on connaît bien. À l'âge adulte, on devrait avoir l'artère splénique qui passera à l'intérieur du ligament spléno-rénal. Et of course, c'est le cas. C'est une remarque importante parce que si on doit faire une chirurgie de l'artère splénique, par exemple s'il y a une rupture de la rate, qu'on doit arrêter l'apport de sang, c'est facile de trouver cette artère, même si elle est recouverte de sang, qu'il y en a partout, parce qu'il suffit du coup de trouver le ligament, le pincer un petit peu, et on sait que l'artère se trouve juste en dessous. Il est donc facile de la comprimer et de cette façon arrêter l'apport de sang. Et ce schéma nous montre pourquoi, d'après le développement embryonnaire, cette artère ne peut pas se situer ailleurs qu'à cet emplacement-là. Voilà, je vous laisse sur cette photo de FX en espérant que j'arriverai à gratter un 20 sur 20 avec ça. Et je vous fais plein de bisous, salut!